Bon, chers parents, il est temps de passer à la vidéo que je considère comme la plus importante des 7. Elle est longue et dense, mais tout va bien se passer. On va voir en fait quelle est la vraie raison qui a poussé le ministre à massacrer le lycée et le bac, tout en essayant de nous faire croire que c'était un progrès. Histoire, encore une fois, de bien prouver que son discours est mensonger, on va se baser sur un élément de communication qu'il nous sert à toutes les sauces. Je dis oui à l'intérêt de l'élève, toujours. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des élèves. Le but visé, c'est quoi? C'est l'intérêt de l'élève, dans l'intérêt des élèves. Au cas où vous n'auriez pas capté. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des élèves. Alors, je pense qu'au cours des 4 épisodes précédents, vous avez bien constaté que moult nouveautés ne sont pas vraiment dans l'intérêt de vos enfants. En particulier lorsque des élèves méritants se retrouvent avec des lacunes dans le supérieur, voire empêchés d'arriver là où ils veulent, parce qu'on les a forcés trop tôt à supprimer une spécialité. Je crois que vous aurez compris que ça me reste vraiment en travers de la gorge. Ça me fait pas rire du tout, pas rire du tout. Mais j'ai pris 3 autres claques cette année, comme j'en avais jamais pris en 12 ans. La première, c'est que on m'a dit cette année qu'il n'y avait plus de moyens pour payer les heures d'aide aux élèves décrocheurs et aux sportifs de haut niveau. Oui, alors que ce sont typiquement des adolescents qui avaient besoin de soutien pendant la pandémie, et qui sont lésés par la réforme car on n'arrive plus du tout à articuler correctement les entraînements et les cours, tellement c'est une usine à gaz. Et c'est sans aucune gêne que M. Blanquer tente une récupération politique avec les médaillés des JO pour vanter le sport au lycée. Mais il n'a pas honte. Heureusement, derrière, les athlètes lui ont balancé ces 4 vérités. Deuxième claque. Dans la classe des élèves étrangers arrivant en France, il y avait un élève aveugle. Bon, déjà que c'est un enseignement un peu technique à la base, mais là, avec cette particularité en plus, je savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Et je comptais bien m'appuyer sur son AVS, son assistante de vie scolaire. Sauf qu'il n'y avait pas d'AVS en fait. Ni de matériel spécifique. Mais comment je fais mes cours d'SVT à un élève étranger, aveugle, tout en gérant les autres? Je suis pas Superman. L'avoir en classe sans rien pouvoir lui enseigner, c'était vraiment affreux. À quel moment on permet ça en fait? L'inclusion sans moyens, c'est juste du vent. Et enfin, troisième claque, on a failli interdire à une élève de redoubler alors qu'elle était en échec malgré des efforts et souhaitait avoir une deuxième chance. En fait, comme le ministère ne nous donne pas assez de moyens pour absorber tous les élèves qui viennent de seconde, on était presque forcé de la faire aller dans le mur en terminale. Et ce n'est qu'en toute fin d'année qu'on a pu lui assurer une place. Dites-moi, il est passé où l'intérêt des élèves là-dedans? Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des élèves. Après, moi je trouve ça indécent, mais si ça se trouve, c'est juste peut-être que je suis pas assez intelligent pour comprendre les divines palabres ministérielles, qui sait. Bon, plus sérieusement, ceci est en lien plus ou moins étroit avec la baisse de ce qu'on appelle nos DHG, pour dotation horaire globale. Elle s'effondre dans tous les lycées de France, et en fait il s'agit tout simplement de nos moyens. Puisqu'en fait ce sont les moyens horaires attribués au lycée qui correspondent derrière à des moyens humains et un certain nombre de profs. Une façon assez commune de voir la variation de ces DHG est de les rapporter au nombre d'élèves en calculant ce qu'on appelle le H sur E, pour heure sur élève. Et voilà ce que ça donne à Timbaud depuis plusieurs années. C'est moche, hein? Et on peut en fait le généraliser à tous les lycées de France. Mais ça aussi, moins de moyens, moins de profs et plus d'élèves par classe, c'est bien connu, c'est dans L'intérêt des élèves. Et pourtant, notre star international de l'honnêteté, M. Blanquer, avait dit qu'il allait prendre des mesures volontaristes pour les lycées. Et il a admis que les effectifs réduits, c'était mieux. Ce sera toujours des groupes restreints. Ce qui est favorable d'ailleurs pédagogiquement. Mais voilà, vous et moi, on doit être trop ras des pâquerettes pour saisir la subtilité et la cohérence de ces fulgurances intellectuelles. Cette collègue aussi, regardez son témoignage. On se plaint de la baisse du niveau en maths. Mais en 1995, les collégiens avaient 6 heures de maths par semaine. Et maintenant, seulement 3,5. Aussi, notre paie était relativement bonne, on y reviendra dans le dernier épisode, mais surtout, les classes sont passées de 22 élèves en 95 à 30 en 2020. Bizarrement, le niveau a baissé. Oh, c'est tellement une surprise. Et du coup, je l'avais déjà mentionné, mais l'intérêt principal de ces histoires de tronc commun et de spécialité consiste à ce que vos enfants soient le plus souvent possible à 35 par classe, notamment pendant toutes les heures de tronc commun, et puis même parfois pendant les heures de spécialité. C'était clairement assumé visiblement, et c'est arrivé. Mais bon, vous connaissez la chanson, c'est bien évidemment L'intérêt des élèves. Cependant, un élément dont j'avais négligé l'importance est au cœur de cette filouterie, le cru démographique des années 2000. Il a commencé à arriver au lycée en 2015, et pour moi,
Il avait juste servi d'excuse pour remplacer APB, l'ancien logiciel d'affectation après le bac, par l'affreux Parcoursup en 2018. On nous avait sorti l'excuse bidon du tirage au sort, sauf qu'APB n'y était pour rien. Si le gouvernement avait anticipé et créé des places en proportion, il n'y aurait pas eu l'affaire de tirage au sort, point. On a juste fait porter le chapeau à APB pour justifier son remplacement, illustration parfaite de l'adage, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Bon, n'allez pas imaginer un seul instant que ces génies de la prévoyance allaient mettre des moyens au niveau master. Si cette année, autant d'étudiants se retrouvent sans rien après la licence, c'est pour les mêmes raisons. Même en 2019, c'était dit, par ce directeur d'un lycée privé parisien UP, celui d'où sortent les personnalités politiques Gabriel Attal et Juan Branco. Ils sont nés il y a 17 ans. Oui, ils sont là depuis 17 ans. Ils arrivent, on les avait vus arriver en crèche, au primaire, au secondaire. Et puis arrivé au supérieur, on n'avait rien prévu. Et alors là, on a dit, oh là là, APB c'est très très mal. Alors que le système n'était pas mauvais par rapport à ça. Donc on a chargé. Mais APB n'y était pour rien. C'était vraiment cette montée démographique. Je vous la fais courte. Pas question pour les soi-disant élites qui nous gouvernent de mettre des moyens, des profs et des bâtiments en plus juste pour 10 ans. Il a clairement été décidé de sacrifier une génération. Peu importe qu'il s'agisse de vrais drames humains derrière et de destins qui bifurquent dans le mauvais sens. Les politiques qui se sont retrouvés à la tête du pays ont fait ce choix. Et ben en fait, c'est tout pareil pour la réforme du lycée. Hors de question de recruter des profs ou d'investir, il fallait que le service public d'enseignement secondaire engloutisse ce surplus provisoire d'élèves, quitte à s'étouffer, s'asphyxier et s'étrangler. Blanquer et Mathieu ont bricolé leur réforme moisie en ce sens, et j'ose dire, en ce sens uniquement. Tout le reste de leur blabla ne sont que de l'esbrouf. Pour vous faire passer la pilule, le plan de com, c'était de vous présenter ça comme une modernisation nécessaire pour plus d'efficacité, qui offre une liberté et un bac régénéré, qui prépare au supérieur. Peu importe que, comme l'ont montré les 4 épisodes précédents, tout cela soit complètement faux. Alors, jamais il n'osera avouer dans les médias qu'il a sacrifié une génération. Mais par contre, quand il est en réunion, il lâche le morceau, le père Blanquer. Le second degré, je reconnais, je l'ai dit depuis le début, que nous nous sommes mis dans une position qui était en quelque sorte une position intermédiaire. C'est-à-dire que, oui, il y a eu un peu plus d'élèves au lycée, plus qu'au collège d'ailleurs ces dernières années, et nous n'avons pas créé de postes dans le second degré. Nous avons compensé parfois des suppressions de postes par des heures supplémentaires, c'est vrai. Mais il faut bien voir que ce qui est important, c'est aussi ce qui va se passer au cours des prochaines années, où ça y est, la vague démographique négative est en train d'arriver déjà en 6e et en 5e, en réalité, va continuer 4e, 3e, seconde, première, terminale, année après année, où de toute façon, donc, le taux d'encadrement va s'améliorer dans le second degré. Le lien complet est en description, mais ce passage m'a rendu fou. La vague démographique négative va arriver, et donc le taux d'encadrement va s'améliorer dans le second degré. Mais elle n'est pas encore là. Donc, en attendant, on fait quoi avec les dizaines de milliers d'élèves en plus qu'on a actuellement? Eh bah, on leur bricole un lycée au rabais, et tant pis pour eux. C'est là que j'ai vraiment réalisé que cette question du cru démographique était absolument centrale. Clairement, cette réforme a été faite pour essayer d'absorber tant bien que mal le cru démographique sans mettre de moyens, en particulier en maths. Donc, ça ne pouvait qu'être pourri. Et je comprends mieux les paroles d'une inspectrice partant en retraite quand elle nous a présenté la réforme. Il faudra encaisser en attendant des jours meilleurs. En gros, attendre 5 ou 6 ans que le cru démographique passe, quoi. Tant pis pour les avenirs qui se jouent actuellement. Refuser d'instruire une population, c'est une belle politique pour vos enfants, ça, hein. Mais attention, c'est toujours dans l'intérêt des élèves. Le seul média sur lequel j'ai pu trouver mention de cette histoire de crue démographique, c'est sur RT France, une chaîne financée par une puissance étrangère, la Russie. C'est pas un peu triste, ça, quand même? Le collègue aussi l'expliquait bien. Le même problème se pose en Seine-Saint-Denis. Il y a eu le boom démographique au début des années 2000. Ouais. En 2015, ils sont tous arrivés au lycée. Ouais. On se rend compte à ce moment-là qu'il n'y a pas assez de lycées dans la Seine-Saint-Denis. Moi, je suis arrivé dans mon lycée il y a 5 ans. Il y avait 780 élèves. Il y en a 1100 maintenant. Alors, il n'y a pas une salle en plus. Si on nous a construit 3 préfabriqués dans le fond du jardin, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de surveillant en plus, il n'y a pas d'agent en plus pour les nettoyer. Mais il y a des drapeaux. Mais il va peut-être y avoir des drapeaux. Super. Concrètement, au-delà de la réforme moisie, ça se traduit aussi par des élèves qui n'ont pas de place dans le lycée de leur ville et doivent parfois aller loin ou dans une ville rivale avec tous les problèmes de sécurité que ça comporte. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, chers parents. Il y a de quoi être franchement éberlué quand on voit que M. Blanquer pond une réforme répugnante pour économiser des sous sur le dos du futur des lycéens et qu'en même temps, il dilapide le budget de l'éducation nationale pour augmenter tous ses amis et ses subalternes au ministère, les recteurs, les DAZEN, les inspecteurs,
mais aussi les chefs d'établissement, bref, tous ceux qui ont pour rôle de tenir le couvercle de la marmite. Financer à hauteur de 150 millions d'euros les maternelles privées dans le cadre de l'enseignement obligatoire à 3 ans. C'est une estimation parce que le ministère a refusé de la chiffrer précisément. Mais les maires ont bien compris que ça allait être pour leurs pommes. Bien sûr, comment ne pas évoquer les dizaines de milliers d'euros de notre argent public qui ont servi à financer son propre syndicat Avenir Lycéen. Il était sous les ordres du numéro 2 du ministère, ce qui n'a pas empêché les élèves de ce syndicat, parce que c'était un syndicat lycéen, de dépenser l'argent dans de l'alcool, des fêtes et des hôtels, et oui. Alors on gaspille aussi pour créer une newsletter qu'on reçoit à peu près tous les mois et qui s'avère être la définition même de l'inutilité. Vraiment. Arrêtez ce gâchis de moyens et laissez-moi faire du tutorat aux élèves en difficulté. Ça vaut vraiment mieux pour l'intérêt des élèves. Monsieur Blanquer a aussi rendu plus de 200 millions d'euros au ministère de l'économie, comme ça. Mais quel est le but? L'intérêt des élèves. Ou alors est-ce que c'est pour montrer au président qu'il a réussi à compresser la dépense et monter en grade? C'est l'équivalent de 4200 profs et 2500 classes. Il paraît même que ça serait pas 200 mais 600 millions d'euros carrément. Et c'est pas fini. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Le pompon, c'est bien sûr le SNU, ce fameux service national universel de 2 semaines là, qui risque d'être obligatoire, même si j'y crois pas trop, vu le peu d'enthousiasme qu'il suscite. En particulier parce qu'il coûte des milliards d'euros. Cette usine à gaz à l'utilité discutable engloutirait environ 10% du budget du ministère pour 2 semaines de temps scolaire d'une tranche d'âge, soit 0,37% du temps scolaire total. 10% de budget pour 0,37% du temps scolaire d'un élève en France. Super ratio. J'espère qu'ils feront autre chose que s'évanouir au soleil en écoutant des discours. En plus, on nous a justifié la suppression du bac car ça coûte des millions d'euros et ça demande de trimballer des copies entre villes. Mais là, on veut nous refourguer le SNU qui coûte des milliards où il faut déplacer des adolescents entre régions. Fallait oser vraiment. Mais visiblement, ça ose tout au ministère. En tout cas, c'est une bien drôle de façon d'investir solidairement dans l'éducation du pays. La nation française va mettre plus d'argent dans son éducation. Oui. C'est la cause que je porte. Et d'ailleurs, tout pays moderne doit faire ça. Un pays qui va bien est un pays qui investit dans son éducation. Il y a 3 piliers qui sont fondamentaux pour le construire et qui construiront c'est la santé, évidemment, tout le monde l'a compris, l'éducation et l'environnement. Quant au fait qu'il investisse dans le primaire, avec les très coûteux dédoublements en CP-CE1, il n'est même pas certain que ça ait plus d'effet sur le niveau des élèves que le dispositif plus de maîtres que de classes qu'il y avait avant, et que beaucoup de collègues regrettent. Enfin, on aimerait bien savoir, mais les rapports ont été enterrés. Et il a fait disparaître des données des précédents gouvernements sur le site du ministère. Déshabiller Pierre n'a peut-être même pas servi à habiller Paul. Et puis, c'est quand même bizarre. On retire des moyens au lycée, où le nombre d'élèves augmente, donc où il y a un surplus de besoins, et on en met au primaire, où le nombre d'élèves baisse, donc où il y avait mécaniquement une amélioration. On aurait pu faire l'inverse, prendre des moyens au primaire, qui perdent des élèves, et les mettre au lycée, qui en gagnent. Ben non, mais il assume. Budgétairement, depuis le début et depuis 4 ans, c'est sur le premier degré que j'ai mis tout le maximum d'augmentation, notamment en termes de postes. Ça peut sembler parfois surprenant, puisqu'il y a moins d'élèves dans le premier degré chaque année, pourtant nous mettons plus de postes. Tout simplement parce que la priorité aux savoirs fondamentaux et le rattrapage nécessaire pour le premier degré se réalise. Est-ce que c'est pour autant au détriment du second degré, comme je l'entends parfois? Non. Bien sûr, c'est exact de dire qu'il y a parfois des suppressions de postes. Nous les compensons en heures supplémentaires. Et bien sûr, il ment. Les heures supplémentaires ne compensent pas les pertes de postes, ce qui entraîne une dégradation des conditions d'enseignement, et donc des mobilisations de profs et de parents partout en France. D'ailleurs, c'est seulement grâce à cette baisse actuelle de la démographie en primaire qu'il a pu mettre en place les dédoublements. Et derrière, il dit qu'il faut refaire massivement des bébés, ce qui rendrait impossible son propre dispositif. Il semblerait que je sois intellectuellement trop limité pour saisir la foudroyante pensée complexe de mon époustouflant ministre. Bon, de toute façon, à quoi bon faire des enfants si c'est pour les voir en dépression à l'adolescence à cause de la réforme du lycée? Et puis, sont-ils utiles partout ces dédoublements? Par exemple, dans les écoles de banlieue chic, où une très large majorité des élèves sont éduqués pour être des élèves. N'aurait-il pas fallu cibler les moyens là où il y avait besoin, de sorte qu'on ne soit pas obligé de dépouiller les lycées? En plus, il n'y a qu'en Seine-Saint-Denis que ça n'a pas été mis en place au début, faute de moyens, alors que c'est le département le plus pauvre de France, donc là où il y avait le plus besoin. Alors, ne rêvez pas. Dans les collèges, c'est aussi la guerre pour les dotations horaires, en particulier, on assiste à la destruction pure et simple des zones d'éducation prioritaire de banlieue, globalement
pour refiler les moyens aux écoles privées rurales alors qu'elles n'en ont pas besoin? Y aurait-il un rapport avec le fait qu'elles perdent des élèves? Alors attention, je ne dis évidemment pas qu'il n'y a pas de ZEP rural qui mérite d'avoir des moyens. Ce que je dis, c'est que là, les moyens qu'on va donner aux lycées privés catholiques ruraux, ils viennent pas s'ajouter aux moyens existants, parce que à la limite ça me dérangerait pas, ce serait bien que le privé catholique participe à l'effort de guerre, mais c'est qu'il vient remplacer ce qui existe dans les banlieues et dans les ZEP rurales publiques. Et ça, c'est gênant. Les collègues en arrivent carrément à faire des grèves de la faim. Décidément, bien répartir, c'est pas son truc, hein. Monsieur Blanquer préfère une solution un peu particulière qui s'appelle les internats d'excellence. En gros, il s'agit d'extraire de leurs ZEP des collégiens estimés méritants et de les mettre dans un endroit où, je tronque un peu, on accompagne toute la semaine dans un environnement agréable et convivial les élèves au plus près de leurs besoins scolaires afin de les conduire au maximum de leur potentiel. Alors attendez, mais du coup, les autres élèves, ils ont droit à quoi? Un environnement dégradé qui sape leur potentiel sans tenir compte de leurs besoins? Eh ben, c'est à peu près ça. En fait, ça devrait être la norme, ces internats. Ça devrait être comme ça partout. Et notamment, la ZEP à la base, si elle était comme ça, il n'y aurait pas besoin d'en extraire les bons éléments. Et il y a plein de mauvais élèves qui deviendraient de bons élèves. Là, au lieu de combattre les inégalités sur le terrain, on assume de faire de la sélection et de laisser le reste sur le carreau dans des collèges ghettos. Mais en plus, sur quels critères on estime qu'un gamin de 11 ans est méritant sérieusement? Dans les internats, on a montré que des fois c'était les parents qui avaient rédigé les lettres de motivation, etc. etc. Et monsieur le ministre ose dire qu'il faut rendre le collège ghetto attractif en ayant enlevé les élèves méritants et peut-être enlevé les moyens dédiés aux ZEP. C'est complètement lunaire. Encore une fois, c'est une façon de faire croire qu'on règle un problème pour en réalité foutre la poussière sous le tapis, ce qui crée 10 nouveaux problèmes derrière, mais vous commencez à être habitué. D'ailleurs, sa solution coûte très cher pour une efficacité discutable, alors qu'on sait que la mixité sociale, ça marche. En y réfléchissant, il y a un petit peu ce côté « on garde que les meilleurs et tant pis pour les autres » dans sa réforme du lycée. Normalement, élever le niveau général, comme il le dit, ça devrait se traduire par une augmentation de nos moyens, n'est-ce pas? Sauf que là, en voulant élever le niveau, mais en nous sucrant nos moyens, on nous demande en fait de faire moins avec mieux. Ce qui revient sur le terrain à foutre la pression à vos enfants via un contrôle continu permanent qui va compter pour ce Hunger Games qu'est Parcoursup, dans des classes blindées et avec des profs obligés de faire du bourrage de crâne au pas de charge pour finir des programmes intenables. En quelque sorte, c'est une mise en concurrence généralisée des élèves visant à sélectionner uniquement les élus qui s'en extirpent et laissant sur place ceux qui n'arrivent pas à suivre. Marche ou crève, et adieu le système scolaire qui devait amener tous les élèves à devenir des citoyens éclairés. Pas surprenant que le stress et le mal-être chez les lycéens aient augmenté avant même la pandémie. Mais c'est sûrement, encore une fois, dans l'intérêt des élèves. Sachez que cette sorte de maltraitance instituée est clairement sujet de mal-être chez nous aussi, car nous n'avons pas fait ce métier pour cela. Il y a un autre haut placé qui a défendu un truc dans le genre, le directeur du CNRS, qui a justifié que la nouvelle loi pour le milieu de la recherche soit darwinienne, mais le mec est évidemment pas biologiste, hein. Sinon il aurait su que la compétition dans le monde réel c'est négatif pour tout le monde, et que Charles Darwin lui-même a écrit de très belles lignes sur le fait que nous soyons une espèce sociale qui s'en est sortie grâce à l'entraide et la collaboration. Bon sinon, tant qu'à parler d'inégalité, ou plutôt à en reparler, car on a déjà vu que notre système scolaire était champion à ce niveau, que la préparation au grand oral et l'harmonisation du contrôle continu étaient inégalitaires, tandis que Maths Expert n'était pas présent partout. Eh bien, profitons-en pour montrer à quel point notre cher ministre est dans le déni. Il prétendait dans cette interview qu'il ne voyait pas de déterminisme dans le choix des élèves. Et que viennent de montrer nos syndicats? Enfin, pas ceux qui sont complices du ministre. Eh bien que les choix des spécialités étaient plus inégalitaires qu'avant, que ce soit en genre ou en richesse. Mais quelle surprise! Alors qu'un principal de lycée parisien prestigieux nous avait promis que non, il n'y aurait pas d'inégalité. J'adore rire. En gros, les spécialités scientifiques, qui continuent de mener à tout, sont choisies préférentiellement par les garçons favorisés, et les combinaisons atypiques ou avec des langues qui offrent moins de débouchés, il faut l'avouer, sont plus choisies par les filles en milieu défavorisé. En fait, c'était déjà ce qui se passait du temps des années 80 avec le bac avec les lettres, là, que vous avez peut-être connu. Et c'était pour ça qu'on avait instauré les filières S, ES et L en 93. Nous sommes donc en train de régresser 30 ans en arrière. Heureusement que mon grand ami monsieur Mathieu, qui vous avait manqué, a déclaré que si dans quelques années on voyait toujours des biais sociaux, il aurait échoué.
Je crois qu'il n'a pas besoin de mettre le champagne au frais. Même M. Macron a osé se fendre d'un tweet à ce sujet, et heureusement que M. Blanquer dit porter le fer sur la lutte pour l'égalité des chances, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait, hein? Ah pardon, pour M. Blanquer, c'est juste au début de la vie. Tant pis pour la génération du cru démographique. Et que dire des lycées pro, qui accueillent un public globalement défavorisé, et dont on fusille les heures d'enseignement général, rendant compliqué la poursuite d'études en BTS. Le tout masqué par un truc bancal, appelé le chef-d'œuvre, visiblement aussi fantasque que le grand oral. Quoi qu'il en soit, il a été montré que plus on force les choix d'orientation tôt, comme le fait sa réforme, plus ils sont socialement déterminés. Même M. Mathieu en parle ici. Mais attention à ne pas faire trop de sociologie, hein. Oh là là. Je fais une hypothèse. Comme en gros, M. Blanquer vient d'un milieu ultra aisé, et a fait sa scolarité dans un lycée privé très favorisé. Il n'aime pas tout ce qui laisserait sous-entendre que sa réussite ne vient pas uniquement de ses capacités intellectuelles, que l'on sait tous être largement supérieures aux nôtres, évidemment, hein. Bon, et puis quand on parle de réussite, tout est relatif. Raison pour laquelle, quand on lui met sous le nez des études qui montrent que les choix d'orientation sont déterminés socialement, il dit « Je n'y crois pas ». Le virus Ebola est mortel à 70%, ah bah j'y crois pas. Une partie du prochain épisode sera justement consacrée à cette tendance qu'il a à refuser tout simplement la réalité, à nier les données scientifiques qui l'embêtent, et à en inventer qui l'arrangent. En attendant, résumons ce 5e épisode. Au sujet des moyens mis dans l'éducation nationale. On vous sert la soupe suivante à la télé. Je dis oui à l'intérêt de l'élève, toujours. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des élèves. Le but visé, c'est quoi? C'est l'intérêt de l'élève, dans l'intérêt des élèves. La nation française va mettre plus d'argent dans son éducation. Un pays qui va bien est un pays qui investit dans son éducation. Néanmoins, la vraie raison pour laquelle le lycée français a été saccagé par la réforme Blanquer, c'est la démographie. Plutôt que d'investir et recruter pour absorber le pic de naissance des années 2000, qui va durer encore un peu, on a bricolé un lycée général bancal et un lycée pro au rabais, permettant de surcharger les classes et donc supprimer des postes de profs et des moyens. Ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt des élèves, je l'ai malheureusement expérimenté à de trop nombreuses reprises cette année. C'est ce même cru démographique qui avait vu son avenir saboté par le tirage au sort en 2017, conséquence de l'absence d'investissement dans l'enseignement supérieur, et qui maintenant se retrouve cruellement sans master et sans perspective. En même temps, une quantité astronomique de ressources ont été rendues au ministère de l'économie, ou servent aux écoles maternelles privées, au discutable service national universel là, ainsi qu'à l'augmentation de ces subalternes du ministère et de nos chefs, bref, tous ceux qui doivent nous faire avaler la pilule. Notre argent public a aussi servi à créer un pseudo-syndicat lycéen à sa botte. Alors que le nombre d'élèves en primaire baisse, c'est là que M. le ministre a ajouté des sous, en finançant les dédoublements. Mais ces derniers se font au détriment de l'ancien dispositif que les instituts regrettent et qui était peut-être plus efficace pour moins cher. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais M. Blanquer n'a pas jugé utile de rendre publics les rapports d'évaluation. Dommage. Conséquence de ces politiques, les inégalités sociales et de genre augmentent déjà de façon manifeste, alors que nous sommes déjà les champions du monde à ce niveau. C'était couru d'avance, mais M. Blanquer est dans le déni et prétend les combattre, alors qu'il préfère sélectionner. Tout comme il prétendait que sa réforme allait renforcer le bac, donner la liberté aux élèves, mieux les préparer au supérieur, bref, vous connaissez la chanson.